Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Smart Talks pour lever un coin de voile sur la stratégie des grandes entreprises, des grands groupes. Avec moi, comme à chaque fois, Gus. Bonjour. Bonjour Arnaud. Comment ça va ? Mais très bien, toi. CEO de Circle. Et vous allez évidemment m'accompagner dans cette émission. On va parler de la stratégie d'Orange, Gus. On est d'accord ? Tout à fait. Enjeux et perspectives. Et je vous présente notre invité juste après ce jingle. Et notre invité est avec nous, Philippe Mansour. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur de la stratégie d'Orange, du groupe Orange. On va vous écouter évidemment sur la stratégie, puis on reprendra, j'en suis sûr, quelques points de cette conférence de presse qui était très attendue de Christelle Edeman, qui a lancé, je dirais, les grandes lignes, les perspectives de la transformation, de l'évolution d'Orange. Juste une question qui paraît simple en apparence. Est-ce qu'à travers ce nouveau plan 2025, qui va aller jusqu'à 2025, est-ce que finalement on revient aux fondamentaux d'Orange, votre cœur de métier ? Effectivement, le plan stratégique qu'on a annoncé le 16 février dernier, on a appelé Lead the Future, il est à la fois pragmatique et ambitieux, il vise à capitaliser sur nos forces. Et donc nos forces, effectivement, c'est entre autres notre cœur de métier, nos infrastructures, nos clients et bien sûr nos collaborateurs. J'ai une petite question juste pour commencer. Orange aujourd'hui c'est plus ou moins le 8e acteur mondial de telco, donc c'est pas un petit bébé. Évidemment ça bouge un peu tout le temps, mais bon, il fait partie des très gros acteurs de telco. Avec tous les gros sujets de souveraineté qu'on connaît aujourd'hui, l'État est dans votre capital, 13% si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'État dans son capital, et est-ce qu'aujourd'hui l'État commence à regarder autant on l'a connu dans les banques pour essayer quand il y avait des crises bancaires, il a commencé à s'immiscer dans des sujets parfois plus industriels pour essayer de mettre un peu essayer de reprendre un peu le fil là-dessus. Est-ce que sur le telco, est-ce que l'État commence à se rendre compte qu'il y a des sujets de souveraineté qu'il va falloir adresser ? Alors effectivement, Orange c'est le 12e téléopérateur telco mondial, mais ça dépend comment on fait le classement. Voilà, ouais, exactement. Mais en fait en termes de chiffre d'affaires, si on prend le chiffre d'affaires, qui est un peu le juge de paix, on est 12. On dit 12. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on est extrêmement bien placé parmi les Européens. On est le premier Européen. Et en fait, on est en dessous de Deutsche Telekom. Ouais. Mais Deutsche Telekom fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis en fait. Tout à fait. Donc on peut se poser la question au fond comment on qualifie Deutsche Telekom d'entreprise européenne, allemande ou américaine, à la mesure où ils font la majorité de leur chiffre d'affaires aux US. Tout à fait. Effectivement, Orange a l'État au capital, donc 23% à date. Ouais. 23, autant pour moi. Quand on ajoute effectivement les participations de l'État et de BPI France, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Quand on les met ensemble. Qui fait plus. Donc effectivement, c'est pas petit. Hein. C'est pas petit. L'État est actionnaire de référence du groupe. Donc l'État a son mot à dire. L'État siège au conseil d'administration, tout à fait, et donc participe à la gouvernance du groupe et à la définition de sa stratégie, et donc a fait partie du conseil d'administration qui a approuvé la stratégie du groupe en février dernier. Tout à fait. Et donc sur des gros sujets de souveraineté que sont la cyber, l'infra, les technos, est-ce que l'État regarde ça comme une entreprise qui doit cracher du cash parce que je suis actionnaire, enfin cracher du cash, c'est-à-dire je suis actionnaire, je voudrais avoir des retours sur mon investissement, ou bien il commence un peu à s'immiscer en disant je dois gérer cette entreprise parce elle fait partie, elle est une des briques de ma politique presque et de ma stratégie. Et de ma stratégie d'État. Tout à fait, parce que en fait, ce qui est très intéressant d'observer sur le marché télécom européen en ce moment, c'est en fait il y a eu énormément de mouvements capitalistiques sur les opérateurs télécoms, et notamment des sorties de bourse de nombreux opérateurs, que ce soit en Espagne, en France, mais également dans d'autres pays européens, et des sorties de bourse qui sont accompagnées de l'entrée au capital de fonds d'investissement souvent extra-communautaires. Tout à fait. Et donc on a aujourd'hui un paysage de télécom européen
européen avec donc des acteurs qui représentent quand même une activité assez critique. Les télécoms, c'est critique pour un pays qui ont un actionnariat extra-communautaire. Donc c'est un vrai sujet politique au fond. Il y a un vrai danger. Tout à fait. C'est un sujet politique. Et au fond, c'est un choix de société. C'est-à-dire, à la fin, qu'est-ce que nous voulons collectivement en tant que citoyens européens vis-à-vis de notre politique industrielle européenne. Complètement. Et donc, pour prendre un des premiers sujets que l'État, je suppose, regarde de près, c'est cette notion de cyber, parce qu'elle est aussi bien problématique pour leur infra à eux, mais pour le petit hôpital de campagne qui se fait piquer tous les datas et qui ne peut plus bouger pendant 2 mois et demi. Il y a un moment où, même si on peut dire oui mais c'est pas moi, en fait c'est l'autre, il y a un moment où il y en a un qui doit commencer à en tout cas avoir un rôle et une responsabilité de se dire qu'est-ce qu'on fait là-dessus, parce que ça touche à l'économie d'un pays. Ah oui. Et comment est-ce que j'opère? Comment est-ce que Orange se positionne par rapport à ça? Alors attention, il faut bien distinguer l'État prescripteur de politique publique et donc et Orange, entreprise privée, tout à fait. qui développe sa stratégie et qui propose ses services à ses clients, y compris l'État d'ailleurs. Tout à fait. Mais donc effectivement, je vous confirme que la cybersécurité, c'est un axe stratégique absolument clé qu'on a identifié comme tel dans notre plan stratégique Lead the Future. On a des ambitions très très fortes de croissance. On a construit un acteur aujourd'hui qui fait partie des leaders européens du marché, ce qui est une prouesse quand on regarde la nature du marché de la cyber aujourd'hui, qui est à la fois très fragmenté et c'est un marché encore qui est en train de se consolider. On avait annoncé un objectif d'1 milliard de chiffre d'affaires sur la cybersécurité à horizon 2023. On y est presque en 2022. On a presque atteint ce milliard en 2020, donc avec 1 an d'avance. Et on s'est fixé des objectifs assez ambitieux de croissance à horizon 2025. Attendez, ambitieux, ça veut dire offrir des services à vos clients qui leur permettent quoi, de mieux se protéger, de mieux prévenir, parce qu'il y a un vrai travail de prévention. C'est ça l'objectif? Tout à fait. Alors aujourd'hui, l'offre d'Orange Cyberdéfense, qui est donc notre filiale spécialisée dans la cybersécurité, elle s'adresse principalement aux clients entreprises, avec toute une palette de services qui vont effectivement de l'accompagnement, du conseil, de la prévention, mais également des services managés, de la supervision de réseau. On a des prestations de ethical hacking et la prestation de service est absolument colossale. Et ce qu'on a annoncé dans notre nouveau plan stratégique, c'est également notre souhait d'aller plus loin dans la cybersécurité et l'accompagnement des particuliers. Très important. Et des petits pros et des petites entreprises qui en fait sont marché très peu adressé. C'est un marché à la fois très peu adressé et malheureusement assez victime de cyberattaques de manière assez croissante. Mais pour revenir sur le sujet de l'État qui est dans le capital, il y a un moment où quand on est une entreprise privée, on cherche de la marge. Et il y a parfois des arbitrages à faire en disant en fait je vais prendre moins de marge, mais pour la société c'est plus bénéfique. Si j'ai pas l'État dans mon capital, c'est quelque chose que je regarde forcément moins. Quand l'État est dans le capital, par la force des choses, il a une autre mission que juste d'avoir le retour de son capital. Il va essayer aussi d'avoir l'autre casquette, c'est de dire je vais protéger mes citoyens. Est-ce qu'il y a un moment des investissements qui doivent être faits où on se dit je fais l'arbitrage de prendre un investissement qui n'est pas un retour aussi important que je ne pourrais l'attendre, mais c'est réellement bénéfique pour le pays. Est-ce qu'aujourd'hui ces arbitrages-là ont dû être faits ou même pas Non. Ok. Et l'État, à aucun moment, ne vient s'immiscer là-dedans? L'État joue son rôle d'actionnaire et donc approuve les projets d'investissement et les challenges comme les autres administrateurs. C'est ça. Ok, d'accord. Juste un mot, parce que ça paraît anodin, mais on a parlé de la 5G, la 4G, la 3G. Dans le plan 2025, c'est la fin du cuivre. Enfin, ça paraît comme ça anodin, mais sur le plan industriel, c'est assez incroyable. Donc, fin du cuivre et transfert définitif vers la 5G. C'est quand même une transfo incroyable, ça. Tout à fait, et j'ajouterais que c'est même une prouesse technique absolument remarquable. Et peut-être pour vous donner deux ordres de grandeur, parce que je trouve ça très intéressant, en fait le cuivre, tout le monde le connaît, le cuivre. En fait, derrière le cuivre, c'est quoi? C'est la prise en T que vous avez chez vous, c'est ça. Sur lequel vous branchiez votre téléphone et sur lequel vous aviez vos offres ADSL. Donc aujourd'hui, on a déployé de la fibre sur le territoire en France. On est encore en train de le déployer. On aura fini à peu près en 2025. On aura mis à peu près 15 ans pour déployer la fibre sur le territoire national. Il faut avoir en tête que pour déployer le cuivre,
on avait mis à peu près 40 ans. Ouais. Et pour déployer le réseau électrique, pour relier tous les foyers français à l'électricité, on avait mis 90 ans. Donc faire la fibre en 15 ans, c'est absolument prodigieux. C'est un gros challenge propre, industriel. Tout à fait. C'est propre, ouais. Et c'est donc le décommissionnement du cuivre, le retrait du cuivre, comme on dit, c'est à la fois un impératif économique parce que au fond technologique en fait avant d'être économique parce qu'au fond j'allais dire écologique aussi presque. Et écologique. En fait, le cuivre consomme quasiment 4 à 5 fois plus d'électricité que la fibre. Donc et là-dessus justement on a vu les enjeux de parfois avoir trop de liens avec une seule source d'approvisionnement. Est-ce que aujourd'hui il y avait le cuivre, il y avait la 5G, il y avait différents types il y avait une diversité pour arriver à amener le réseau. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se dire on mise tout sur l'un et qu'il y a une tarification d'une techno qui nous fait qu'on est à la rue, il y a les câbles sous-marins qui se coupent, enfin je ne sais pas, comment est-ce qu'on gère s'arranger pour garder une diversité et pas mettre tous nos œufs dans le même panier? Tout à fait, et ça fait partie également de notre plan stratégique. On a annoncé notamment le lancement d'une nouvelle offre satellite très haut débit qui permettra pour des clients pour qui le déploiement de la fibre est plus compliqué parce qu'ils sont en zone reculée ou difficile d'accès, d'avoir accès au très haut débit. Et donc cette multi-technologie, ou en tout cas la capacité de pouvoir avoir accès à différents types de technologies très haut débit, c'est absolument clé. C'est absolument clé, oui, tout à fait. Et par rapport au lien avec, parce que de nouveau, c'est différent, le telco va être un des sujets des guerres presque de demain, parce que c'est là où tout va se passer. Est-ce qu'un Orange regarde de près les enjeux qu'il y a sur les câbles sous-marins et comment est-ce que vous arrivez à vous impliquer aussi en amont de la chaîne, parce que vous êtes directement impliqué? Alors tout à fait, Orange a des câbles sous-marins, a des participations dans des câbles sous-marins. Oui, aujourd'hui, les câbles sous-marins, c'est assez prodigieux d'ailleurs, qui du coup connectent les continents entre eux. Relie les continents, oui. Et un grand pourcentage de l'Internet français qui passe sous l'Atlantique pour aller taper sur des serveurs américains. Tout à fait. Et c'est notre quotidien. C'est des investissements colossaux, et donc aujourd'hui, c'est davantage sous la forme de consortiums que ces derniers se prennent exactement leur envol, et duquel nous, Orange, est actionnaire souvent de consortiums dans le cap sous-marin. Et donc effectivement, les sujets, les enjeux liés au cap sous-marin sont souvent liés aux sujets géopolitiques qui peuvent survenir dans les différentes géographies, et qui rappellent le caractère très critique d'un telco et de l'importance d'avoir un État dans le capital. Juste quelques mots quand même sur le pricing, parce que ça c'est intéressant, ça a été développé par Christelle Henneman. J'évoquais dans la première question l'idée de revenir aux fondamentaux, puis ce qu'elle dit aussi c'est il faut réduire les coûts, il faut remettre l'entreprise vraiment sur le chemin de la croissance plus. Et ça, c'est de la stratégie. Comment vous faites très concrètement là? Parce qu'il y a des économies qui sont faites d'un côté en essayant de réduire de 600 millions les coûts, on parlait du cuivre. Il y a l'idée de ne pas trop dépenser en se dispersant, c'est un peu ça la stratégie. Et ça, c'est votre fonction première, ça c'est la stratégie, le pricing. Vous travaillez là-dessus, vous avez travaillé là-dessus pour lancer le plan. Tout à fait. Le sujet de l'équilibre économique, il est absolument clé, et ça a été le cœur de l'annonce du 16 février dernier. Alors c'est un équilibre, et l'objectif n'est pas par exemple de réduire les coûts pour réduire les coûts. L'objectif est bien de travailler sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise pour travailler de manière plus efficace. Elle parle de coûts cachés, elle. Exactement. Et c'est pour prendre un parallèle, au fond, quel est le coût caché d'un telco, en fait, c'est ça. Il est difficilement mesurable quand je veux déployer la fibre chez vous et que vous n'êtes pas là, par exemple, et que je dois revenir. Ou que je fais une tranchée. Ou que je dois faire une tranchée que je n'avais pas prévue, c'est un coût caché, et donc comment on travaille là-dessus, c'est effectivement... en fait, les télécoms, c'est à la fois un métier qui est très macro, et puis c'est un métier de détail, où les détails sont extrêmement importants, et c'est en travaillant sur les détails qu'on réussit la big picture. Et des prix qui montent un tout petit peu.
les prix qui montent un tout petit peu, tout à fait, et qu'on a annoncé en début d'année en France en tout cas, qui correspondent à malheureusement ce que nous connaissons comme toutes les entreprises et en France, à savoir l'augmentation du coût de l'énergie. Il faut malheureusement de l'électricité pour opérer les opérateurs et les réseaux télécoms. Donc l'augmentation des prix de l'électricité, on l'a pas, on a dû le répercuter d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Sur les prix. Sur le plan de croissance, bon, Lead the Future, c'est un plan global. Au niveau français, il y a Iliad qui a envie de la jouer un peu agressive aussi. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Parce que quand on voit, vous êtes 12e au niveau mondial, vous restez quand même très haut market. Hein, c'est quoi? C'est plus de 40% sur le marché français. Au niveau européen, c'est un autre 25%. Donc c'est la France et les pays aux alentours qui constituent quand même le gros nerf de la guerre. Qu'est-ce qui est fait en France concrètement pour redynamiser ça? Parce que bon, alors il y avait un historique qui vous a assuré une base assez forte. Les concurrents commencent à être un peu suffisamment capitalisés pour pouvoir et commencent à avoir une taille critique qui commence à être non négligeable pour venir attaquer. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, on en a parlé, en fait, l'enjeu principal en France, c'est cette transition cuivre vers fibre, qui est absolument colossale, et qui va changer le modèle économique complet de l'entreprise, et qui, au fond, c'est les opérateurs télécoms et pas que Orange rajeunissent avec le temps, en décommissionnant et en enlevant leurs anciennes technologies et les remplaçant par les technologies les plus récentes. Mais j'ai vu que Orange avait fait un recours et un bras de fer avec l'ARCEP. Et là, ça pose la vraie question de Orange et ses concurrents. Pour ceux qui se connectent, c'est un petit peu pareil pour le courant, qui viendrait se connecter sur le réseau. Pourquoi ce bras de fer avec l'ARCEP? Qu'est-ce qui ne vous convient pas, finalement? C'est un sujet qui est assez technique et juridique. Ça remonte à l'interprétation d'un article de loi et des engagements qui ont été pris par Orange de déploiement de la fibre dans certaines zones en France qu'on appelle les zones AMI, appel à manifestation d'intérêt d'investir, où, pour résumer, l'ARCEP estime que nous n'avons pas encore tenu nos engagements quand nous estimons que ceux-ci ont été tenus avec un débat sur l'application de la base de référence du nombre de prises à déployer au moment où l'engagement a été pris. Mais pour le rendre concret, ça veut dire qu'il y a des gens dans des territoires qui disent « moi, je n'ai pas été servi, je suis dans un coin où, globalement, moi, je n'ai pas la fibre et on me demande de payer pour pouvoir y accéder ». Et c'est le bras de fer qui se joue avec l'ARCEP. Pas exactement, parce que en réalité, les solutions très haut débit, elles existent. Je viens de citer le satellite. Le sujet il est plutôt juridique, en fait. Oui, c'est un sujet d'investissement aussi. Il y avait des promesses d'investissement et ARCEP voudrait être sûr qu'ils étaient faits, quoi. C'est plutôt la contestation de la base de référence sur lesquelles... C'est ça, vous n'êtes pas d'accord sur la base de référence. On est d'accord, c'est en effet juridique. Donc on a parlé un peu de la France, on y reviendra parce que je suppose que le plan de croissance, il n'est pas uniquement basé sur le cuivre versus fibre. Il y a toute la partie service qui va à côté et contenu, mais on en reparlera après. Plus au niveau international, l'Afrique et le Moyen-Orient sont des pays à très forte croissance. Il y a une partie aussi en Europe de l'Est. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas se... Parce que là, de nouveau, il y a des enjeux géopolitiques. Au-delà de l'intérêt d'une entreprise de faire de la croissance, il y a un véritable intérêt au niveau franco-européen d'avoir des telcos forts en Afrique. Quand on voit des puissances comme la Chine qui a mis la main sur toute la partie logistique, sur des grosses parties d'infra, etc. Là, il y a encore un vrai gros réservoir de croissance. Comment est-ce que ça se joue là pour l'instant? L'Afrique, c'est effectivement, et le Moyen-Orient, c'est un territoire de croissance pour le groupe. C'est des zones magnifiques où la prédominance du mobile est assez clé. Les modèles économiques sont davantage d'ailleurs basés sur le prépayé que sur la gestion bancaire, notamment en Afrique. Le transfert d'argent avec Orange Money. Et donc, on a un vrai enjeu. Et donc, le groupe Orange a vraiment réalisé, c'était un pari d'investir en Afrique il y a une dizaine d'années maintenant.
Et donc, le chiffre d'affaires généré par le groupe dans la zone Afrique, Moyen-Orient, on est à peu près à 7 milliards d'euros. Ouais. C'est quand même une belle construction et sur laquelle on veut capitaliser. Et c'est un des axes du plan Lead the Future. C'est ça. Et donc des gros investissements qui se feront là-bas aussi. De nouveau, l'aspect géopolitique, il est regardé ou sur des investissements comme cela, ou bien c'est juste se dire c'est un bel espace de croissance, on va y aller. Et en fait, pour les télécoms, on a besoin d'investir en continu, si je peux, et dans toutes les géographies, y compris les géographies matures. Pour vous donner un ordre d'idée, le secteur télécom en France, rien qu'en France, il investit 10 fois plus que le secteur des autoroutes. Donc ça donne un ordre de grandeur de l'investissement colossal que le secteur consent. En Afrique Moyen-Orient, oui, absolument. On continuera à investir et on a même annoncé une augmentation de la quote-part d'investissement du groupe en Afrique par rapport aux autres géographies dans le cadre de Lead the Future. Et effectivement, les sujets plus géopolitiques sont absolument clés dans ce contexte. Dans le retour aux fondamentaux, parce que j'y reviens, parce que c'est un peu le message que passait la nouvelle présidente d'Orange, c'est vraiment se recentrer sur le cœur de métier et développer et créer de la valeur. OCS, enfin la filiale, l'audiovisuel, la production audiovisuelle cinématographique cédée à Canal+. Et puis vous parliez de la banque, un mot quand même sur Orange Bank, parce que c'est intéressant. Tout l'aspect du paiement. Le paiement, succès ou échec, Orange Bank Trop tôt pour le dire. Orange Bank, on est très fiers des investissements qu'on a réalisés. On a créé un très bel actif on a aujourd'hui 2 millions de clients en France et en Espagne sur Orange Bank. Et l'objectif maintenant, c'est de capitaliser sur ces investissements pour emmener la banque vers les ambitions qui sont les siennes. C'était un pari assumé au moment de son lancement, le fait que la rentabilité n'allait pas être au rendez-vous dès le premier jour. Donc de la patience, en tout cas, dans le choix de s'engager sur ce... Exactement, et surtout, aucune décision n'est prise sur le sujet. C'est ça. Oui, parce que le paiement, c'est intéressant à quel point le telco est devenu, en quelques années, être le centre de tout ce qui se passe. Là où le paiement, c'était encore extrêmement bancaire. On voyait même les boîtes comme TF1 et autres qui allaient se mettre dessus. Ouais, c'est original qu'un telco... Et maintenant, le telco est vraiment devenu central là-dessus. Il faut arriver à pouvoir prendre sa part du gâteau, parce qu'il ne faut pas être juste un espèce de middleman qui n'est pas rémunéré pour l'apport de ce qu'il fait, quoi. Et je suis tout à fait d'accord. Et il suffit de regarder le succès de Orange Money dans la zone Afrique Moyen-Orient, qui fait du paiement, mais aussi et surtout du transfert d'argent sur téléphone. Sur le téléphone, en utilisant la technologie SMS, et qui a un succès qui est excellent et qui est très répandu tout à fait. et dans les pays où on opère. Complètement. Philippe Manceau, il y a un sujet, parce que je l'ai moi-même reçu sur mon téléphone. Orange communique, et je trouve ça très intéressant, sur de la pédagogie autour de l'utilisation, par exemple, du streaming. C'est-à-dire que vous accompagnez vos consommateurs en leur disant, quand vous streamez, vous consommez tant, et votre bilan carbone n'est pas bon. Et ça, je trouve ça très intéressant. Non, mais je t'ai volé ta question. Non, c'est pas ça. C'est juste avant de terminer, d'aller il nous reste 4 minutes. C'est important, c'est important de donner le temps. Voilà, un dernier truc sur la partie grosse, et puis après on passe sur la partie sustainability. Le niveau contenu, il y a aujourd'hui un gros échec français qui est Salto. C'est quand même, on l'a tous vu. À quel point, à un moment, un acteur comme Orange continue à garder ses responsabilités et son rôle dans la distribution de contenu. Quelle est la vision là-dessus, et comment est-ce que vous positionnez par rapport au alors futur? vous mentionniez OCS et Orange Studio, dont on a annoncé la session à Canal+. Nous, Orange, on assume et on revendique notre rôle de distributeur et d'agrégateur de contenu. Ça, vous le restez, chez vous, on reste, et ça fait partie, pour le coup, de notre cœur de métier. D'accord. Et sur lequel on souhaite capitaliser, tout à C'est fait. ça. Et donc, dans ce métier-là, il va encore y avoir des investissements, parce qu'on se rend compte à quel point il y a les Américains viennent prendre une énorme place sur la création, la distribution, la production de contenu. Est-ce qu'il y a un moment de nouveau où les acteurs français vont continuer à essayer d'investir pour garder une quote-part qui fait qu'on ait encore un mot à dire dans ce secteur-là, bien sûr.
Notre enjeu à nous, en tant que distributeur et agrégateur, c'est davantage l'accès au contenu que le financement de sa production, de son édition. C'est ça. Donc retour aux fondamentaux. Exactement. C'est ça. Et l'accès au contenu, ce qui est un sujet. Comment j'offre à mes clients les meilleurs contenus, ceux qu'ils attendent. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. C'est un enjeu absolument. Ok. Je la repose plus court. Oui, vas-y. Les enjeux écologiques, environnementaux, liés évidemment à la fabrication de nos puces électroniques, à la manière dont on va gérer nos data centers. Et Orange se lance dans une pédagogie, je dirais, très B2B. Ça, c'est une volonté politique. C'est quoi le message derrière? C'est de dire que vous avez pris conscience de ce que représentait le numérique en matière de bilan carbone et d'émissions. Tout à fait. On en est conscient et on travaille dessus de manière très appuyée. On a pris des engagements assez forts à horizon 2040 de neutralité carbone pour Orange. On a pris un nouvel engagement dans le cadre de Lead the Future à horizon 2030 de baisser de 45% nos émissions de CO2 à horizon 2030 par rapport à 2020. Et donc oui, on a besoin de travailler sur tous les types d'émissions de CO2, ceux de nos clients, ceux de nos fournisseurs, ceux de nos partenaires. Et donc c'est important de s'engager dans une démarche pédagogique, ne serait-ce que pour les autres se prennent conscience de Très utile. leur Tout à fait. Mais donc c'est une super initiative, mais au-delà d'avoir une initiative, pour essayer d'avoir des résultats tangibles, si je prends un exemple de le EDF, avait reçu encore maintenant des objectifs dictés par l'État pour s'arranger pour qu'il y ait une réduction de consommation des ménages. Donc ils vendent de l'électricité et leur objectif c'est que leurs clients consomment moins. Ouais. Voilà. Est-ce que ce genre de choses risque d'arriver dans les telcos, se dire en disant en fait moi je vends de la data, mais mon objectif c'est que les gens consomment moins. Ouais, ou streamer c'est bien mais il ne faut pas le faire quoi. Voilà exactement. Comment est-ce qu'on construit en se tirant une balle dans le pied quoi. Voilà. En fait c'est pour donner un ordre de grandeur, parce que j'aime bien les ordres de grandeur, en 5 ans, et je parle mondialement, le débit qui passe par les réseaux télécoms a été multiplié par 10 en 5 ans et par 27 en 10 ans. Les analyses, certaines analyses estiment que le trend va continuer dans la même direction. Donc oui, il y a besoin de se mobiliser. Alors, et la question que vous posez est extrêmement intéressante. La responsabilité, elle vient de qui? Elle vient d'Orange ou elle vient de Netflix ou est-ce qu'elle vient de YouTube? Et ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais de nouveau, c'est la même chose pour ce qu'on parlait de la cyber, des endroits comme ça. Il y a un moment où tout le monde se regarde en disant, oh, mais c'est pas moi, c'est lui, quoi. Il y a un moment où il faut que les mecs ils se disent, ok, je prends mes responsabilités, quoi. Tout à fait. Voilà, et c'est bien une question après. C'est bien l'objectif. Non, c'est fini. Mais ce sujet, il est absolument clé de ce rapport avec les grands metteurs sur le marché de contenu. C'est un peu comme si vous aviez une autoroute où la moitié des lignes étaient occupées par des camions et des poids lourds qui venaient de 5 entreprises de transport routier différents, et que chaque année, vous devez construire une ligne supplémentaire pour absorber l'augmentation de trafic. C'est ça. L'ultime question. Encore un petit peu ennuyante dans ce truc d'RSE encore, le trop-plein d'écran qui est un vrai sujet de société de manière globale. On voit des pays comme la Chine qui vont comme des dingues et qui disent en fait j'ai interdit, je vais clôturer le truc à partir en dessous de 21 ans, c'est moi qui décide combien est-ce que tu regardes. Qu'est-ce qu'Orange fait dans ce truc-là? Évidemment, on n'est pas la Chine et on ne veut pas l'être, mais qu'est-ce qu'on fait de manière proactive pour vraiment adresser le sujet? Dernière réponse, Philippe Monsour. Eh bien, en fait, nous, on ne construit pas d'écran. C'est comme Netflix, et je vois. Exactement. Oui, non, mais c'est important parce que il faut que chacun prenne sa part et que chacun prenne sa part là où ce qui le concerne. Et typiquement, et pardon si je suis un peu long, mais la 5G, c'est un bon exemple. La 5G, on a participé à la construction du standard 5G, et c'est parce que les ingénieurs et les chercheurs d'Orange ont poussé l'efficacité énergétique comme un des sujets clés de la 5G, que la 5G est une technologie qui est infiniment moins énergivore. Exactement, que la 4G. Et donc ça, c'est des exemples concrets sur lesquels l'opérateur travaille. Passionnant, vraiment passionnant de découvrir les stratégies d'Orange et la manière dont vous enclenchez ce plan Lead the Future. Merci à vous, Philippe Monsour, d'être venu nous éclairer, directeur de la stratégie groupe Orange. Merci à toi, Gus. Merci Arnaud. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette émission. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau numéro de Smart Talks. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.